bienvenue. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose un peu plus à partir de ce qu'on fait à la Rue des Femmes. Pourquoi j'en suis arrivée à fonder cette organisation-là? Quand on parle de santé relationnelle, on parle de relations. Hein? C'est un peu curieux, un peu surprenant. On peut se dire aussi, religion, ça vient du mot religere, c'est relations aussi. Hein? Donc, on est assez porté sur les relations dans le monde, sauf que des fois, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. On le sait, mais l'importance, et que j'en suis même arrivée à parler de santé relationnelle. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où est-ce que mes parents, c'était des gens qui ont travaillé très, très, très fort pour nous envoyer à l'école, pour nous nourrir, bien s'occuper de nous. Malheureusement, ou en tout cas, leur bagage de vie, par contre, n'était pas facile. Mes parents ont vécu dans des familles, il y avait leurs souffrances, ils ont vécu toutes sortes de blessures pour toutes sortes de raisons. Et malheureusement, quand on est blessé, c'est facile de blesser les autres. C'est souvent aussi facile de blesser les personnes qu'on aime le plus. Nos familles, nos enfants, tout ça. Alors, tristement, oui, mes parents, à cause de leurs blessures, j'ai vécu beaucoup de violence. Mes frères, mes sœurs aussi, et ça a donné aussi des grands bobos dans la famille, des problèmes de santé mentale, des choses comme ça. En même temps, je me suis retrouvée aussi, des fois un malheur n'arrive pas tout seul, dans un endroit où est-ce que je suis allée à l'école, puis on a vécu beaucoup d'intimidation. Donc, c'était pas drôle dans la maison, puis c'était pas drôle dehors. Alors, tout ça, ben, il a fallu grandir avec ça, puis aller à l'école. Puis pour moi, finalement, l'école, c'était l'affaire qui allait me sauver. Parce que aussi, mes parents voulaient beaucoup l'éducation. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça balançait tout ça, mais finalement, j'ai fini par m'en sortir. Mais à travers tout ça, à l'école, c'était difficile. Parce que c'est sûr que quand on vit des choses difficiles, ça a un impact aussi dans notre façon de tous les jours, dans notre relationnel. Donc, j'étais une personne très gênée. À l'école, ça joue sur la concentration, ça joue sur bien des choses. Alors, éventuellement, j'ai toujours essayé d'aller en thérapie. Au début, je courais après les profs de psycho. Rendu à l'université, il y avait un service de psychologie, donc c'est sûr que j'étais une de leurs clientes. Et partout, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Il me semblait que j'étais brillante, mais je n'arrivais pas à aller aussi loin que j'aurais voulu. J'arrivais pas. Puis à travers tout ça, il y avait mes frères, mes sœurs, mais c'était pas facile, eux autres non plus. Mais j'avais deux sœurs qui étaient enseignantes, on allait tous à l'école, mais j'avais une sœur qui avait beaucoup de problèmes, de difficultés, de dépression, de toutes sortes d'affaires. Éventuellement, elle a été diagnostiquée avec une schizophrénie. Et moi, je trouvais que ça se pouvait pas, tout ça. Ça se pouvait, bien sûr, j'étais capable de voir ma sœur avec toutes ses difficultés, mais je voyais toutes les blessures qu'elle avait eues, tous les coups qu'elle avait eus. Alors pour moi, il y avait un lien. Et éventuellement, j'ai fini par comprendre à travers mon cheminement, parce que j'ai fini par avoir une thérapeute qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et je me suis rendu compte que ma difficulté, ma timidité, ça avait un lien avec la violence que j'avais vécue. Ma sœur, ça avait aussi un lien avec la violence qu'elle avait vécue. Mon frère, c'était la même chose.
Alors, j'ai commencé à me dire, mais quand on est, par exemple, la schizophrénie, ça se manifeste dans le relationnel. Hein? Tout le monde, on est capable de voir quand il y a une personne qui va pas bien puis qui est plus ou moins dans la réalité. On est tous capables de voir ça. Et où est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste dans sa façon d'être, dans la façon d'être de la personne. Donc, je me suis dit, la violence, ça brise le relationnel. La violence, ça casse le relationnel. Parce que je ne parlais pas de santé relationnelle dans ce temps-là, mais je parlais du relationnel. Je me rappelle au début de la rue des femmes, j'essayais d'articuler ça pour faire une demande de financement, parce que dans les organismes, il faut qu'on ait des sous pour pouvoir avancer et tout ça. Et les femmes en état d'itinérance, ils n'ont pas de sous. Alors, c'est pas elles qui vont pouvoir, ils ont besoin, mais ils ne peuvent pas contribuer à tout ça, malheureusement. Alors, finalement, ce que j'ai compris, pour moi, au bout de tout ça, ça a été, et à cause de ma thérapie aussi, qui m'avait tellement aidée, enfin, il me semblait que ma vie commençait à pouvoir s'ouvrir. Alors, je me suis dit, puis aussi pour ma sœur, je pense que j'étais tellement désespérée, à un moment donné, c'est ça, à partir à travers tout ça, comme tout à l'heure, Mme Daudelin disait que oui, j'avais fait une formation en psychologie, en administration, tout ça. Mais au bout de ça, j'ai travaillé en administration quelques années. Puis un jour, j'ai commencé à prendre conscience aussi de l'inégalité homme-femme, de toutes ces violences-là. Je ne peux pas dire que c'était la grosse violence entre mes parents, là, mais je pense que c'était des gens qui avaient beaucoup de misère, qui avaient aussi de la misère à se comprendre et à s'entendre. Mais je le voyais un peu partout aussi dans le monde, dans le travail, un peu partout. Et pour moi, mon féminisme, je peux dire, m'a beaucoup amené vers la rue des femmes, m'a beaucoup amené aussi à voir toute on parle de schizophrénie, on parle de maladie mentale, mais en arrière de ça, il y a aussi toute cette violence. Ma sœur, quand je regarde ce que ma sœur a vécu, ce que moi, j'ai fini par comprendre, oui, il y avait eu aussi des abus sexuels, oui, il y avait eu des choses comme ça. Alors, tout ça faisait le résultat qu'on pouvait voir. Alors, c'est un petit peu là, à partir de ma thérapie, que je me suis dit, puis que ça m'avait tellement aidé, je me suis dit, bon, moi, j'avais aussi travaillé au mouvement contre le viol, j'ai travaillé au centre de santé des femmes, puis à ce moment-là, je me suis dit, ce que j'ai appris, il faut absolument il faut absolument l'amener. Ma thérapeute, elle est seule, donc elle peut voir une personne à la fois. Il faut trouver une façon que cette compréhension-là, on l'amène à plus large, à plus de monde que ça amène. Et moi, je croyais vraiment que il y avait quelque chose là-dedans qui pourrait nous aider à mieux comprendre pour, entre autres, rendre le monde plus égalitaire, le monde, enfin, mais je pense que ma sœur, ça me désespérait beaucoup parce qu'à un moment donné, je cherchais avec elle un endroit parce que quand c'était une enseignante, elle a fait toutes les études pour être enseignante, elle a enseigné pendant une vingtaine d'années et elle était rendue à un point dans sa vie où c'était fini. Il n'y avait plus rien dans tout ça. Alors, elle s'est carrément retrouvée dans la rue. Moi, j'habitais Montréal. Je suis née dans Beauce, mais je vivais à Montréal depuis un bout de temps. Alors, elle est venue me rejoindre à Montréal. Et à un moment donné, c'était même impossible de lui trouver un logement parce qu'elle était convaincue qu'il y avait des micros. En tout cas, elle était dans toutes ces difficultés. Ce qui fait que bon, finalement, je l'ai aidée à trouver une maison d'hébergement. Puis un jour, je suis allée voir la dame à la maison où elle était pour essayer de lui expliquer un petit peu
je me disais, si elle comprend mieux ma sœur, peut-être qu'elle va pouvoir mieux l'aider. Alors, j'allais expliquer un petit peu ce que ma sœur avait vécu. Et ce qu'elle m'a répondu, la madame, elle m'a dit, elle m'a rien dit. Elle est allée voir ma sœur, puis parce que je lui expliquais par rapport à mon père, par rapport aux abus, par rapport à des choses comme ça. Puis elle est allée voir ma sœur, puis elle lui a dit, mais regarde, tu devrais demander pardon. Maintenant, demande pardon. Mais on ne peut pas demander pardon comme ça tout d'un coup. Alors, et c'est là que j'ai vu que vraiment il fallait fonder quelque chose, que les organismes, on ne comprenait pas bien. Parce que moi, c'est ça, parce que l'itinérance, si on revient à l'itinérance, ma soeur qui était carrément rendue itinérante, et pourtant qui avait un bagage, qui avait tout, c'était pas pour moi, elle avait tout pour vivre, sauf qu'au niveau relationnel, elle était complètement cassée. Alors, je me suis dit, il faut fonder quelque chose. Il faut aider ces femmes-là directement. Il faut qu'il y ait un milieu, il faut qu'il y ait un endroit où est-ce qu'une personne va venir, mais pas juste pour une thérapie d'1 heure puis retourner chez elle, mais vraiment avoir comment je pourrais dire, un endroit où est-ce qu'elle va se rebâtir, une espèce de famille, une espèce de... En tout cas. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai parti la rue des femmes, pour moi, ces femmes qu'on disait itinérantes, ces femmes dans la rue, pour moi, c'était des personnes blessées. C'était des personnes profondément blessées. C'était pas des personnes qu'on allait éduquer. C'était pas des personnes à qui on allait leur montrer comment être en relation. Parce que je voyais pas comment, pour moi, la meilleure façon que je pouvais faire avec elles, c'était de les accueillir, de les apaiser, d'apporter le meilleur. Je me souviens, quand on a commencé, tranquillement, ça s'est su qu'il y avait une maison parce que l'organisation des services pour les personnes dans la rue, on sait un petit peu comment c'était. En tout cas, il y avait des refuges où les gens allaient dormir la nuit et le matin, bon, pour les hommes, aujourd'hui c'est en train de changer, mais c'était tout le monde dehors au matin, puis vous reviendrez le soir. Pour les femmes, c'était pas très différent de ça non plus. Il y avait des refuges, un petit peu, disons, comme le Chaînon, comme certains organismes. Alors, les femmes allaient dormir là, mais le lendemain matin, il fallait qu'ils partent à 10 heures. Pour moi, comment une personne pouvait s'en sortir si fallait qu'elle aille dormir quelque part la nuit, puis dans le jour, aller se chercher une place où aller manger, parce que c'était pas évident, puis revenir le soir. Et en espérant qu'elle aurait une place le soir, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, pour moi, ça se pouvait pas tout ça. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai décidé que je commençais la rue des femmes, j'ai commencé avec un centre de jour et le matin, les femmes arrivaient souvent la veille, ils s'étaient chicanés parce que c'est là ça l'autre affaire aussi. Quand on est si blessé au niveau relationnel, on se chicane facilement. Hein? On a la mèche courte, si on pourrait parler dans des mots comme ça. Les femmes vont dire, ils pètent leur coche. Donc, ces femmes-là, facilement, elles se chicanaient. Et tristement, à ce moment-là, ben, les maisons leur demandaient de s'en aller. Donc, il était 8 heures du soir, puis les deux se faisaient dire « Tu ne peux pas rester parce que tu es violente. Tu mets le désordre dans la place, puis tu ne peux pas rester ici. » Ou dans des grands dortoirs, tu déranges tout le monde. Puis je comprends, dans un grand dortoir, si le monde veut dormir, puis il y en a une qui est trop agitée, ou un, parce que selon moi, c'est la même chose pour les autres. Donc, c'est épouvantable en pleine nuit de devoir partir. Alors, pour moi, le matin, souvent, ces femmes-là arrivaient à la rue des femmes. Moi, j'étais parce que, c'est ça, les femmes arrivaient à la rue des femmes.
Et elles étaient enragées les unes contre les autres parce qu'elles s'étaient fait mettre dehors, puis elles s'accusaient mutuellement d'avoir causé la chicane. Donc, et on disait, ben, on va vous allez avoir des conséquences de chicaner, allez-vous-en. Donc, un peu une façon de vouloir les éduquer. Hein? Quand vous allez avoir été assez punis, vous allez comprendre. Mais ces femmes-là, moi, arrivaient chez nous, ils ne s'aimaient pas, ils avaient envie de se battre. Mais pour moi, c'était des femmes qui étaient tellement souffrantes. Pour moi, la chicane avait éclaté parce que quand on est trop en détresse, de la patience, il n'y en a pas. On ne sait plus comment faire pour dire les choses, pour demander les choses, pour faire les choses. Alors, je les recevais et pour moi, ce qu'il fallait tellement, c'était que je sois apaisante. Il fallait que je devienne quasiment un outil d'apaisement. Et je me souviens, je les faisais rentrer, je voyais ça, je parlais pas, je m'arrangeais pour être entre les deux. J'étais toute tranquille. J'avais une table dans le centre de jour, puis j'étais toute seule au début. Au début, il y avait pas d'autres personnes avec moi. Et j'avais des crayons, du papier, du dessin, et un peu comme avec les enfants, je m'en allais vers la table, je m'arrangeais pour m'asseoir de façon à ce que je sois entre les deux, si on veut. Il y en avait d'autres, là, mais il y avait ces deux-là. Et on se mettait à dessiner. Puis moi, je ne disais pas un mot. Je ne chicanais pas une, je ne disais pas laquelle avait raison, laquelle avait tort. Pour moi, ça, non. Pour moi, les deux femmes étaient tellement blessées parce que vous savez, quand on arrive dans la rue, c'est grave. On a tout perdu. On a perdu nos enfants, nos amis, notre travail. On a notre maison, hein, parce que si on est dans la rue, c'est qu'on n'a plus de maison. Ça se peut que c'est parce qu'on consommait, ça se peut que c'est parce, comme ma sœur, on pense qu'il y a des micros dans la maison et qu'on ne peut pas rester. Ça se peut, toutes sortes de choses comme ça, mais on a tout perdu. Et ça se passe depuis longtemps. Ça ne se passe pas. Donc, souvent, les gens vont dire, mais grouille-toi, prends-toi en main, retourne travailler. C'est pas possible, ça, de faire ça comme ça. Parce que tout ça, ça vient de brisure. Alors, mes deux madames, ça prenait pas 10 minutes. Tout le monde s'apaisait et tout le monde se mettait à dessiner. Les premières nouvelles que je savais, je les voyais, elles se racontaient des histoires, elles se taquinaient, elles riaient. C'était disparu. Parce qu'au fond, ces personnes-là, c'est pas qu'elles s'aimaient pas, c'est qu'à un moment donné, ça devenait tellement fort en dedans d'elles, c'était tellement dur qu'elles voyaient plus clair. Tout ce qu'elles voyaient, c'est qu'il fallait qu'elles tombaient comme, aujourd'hui on parle de stress post-traumatique. Donc, elles se retrouvaient, elles étaient dans cet état-là. Et parce que j'arrivais à apaiser, ça se calmait. Alors, pour moi, avec les années, de travailler avec ces femmes, j'ai appris qu'en arrière de l'itinérance, par exemple, il y a énormément de traumatisme. Il y a énormément de brisures. J'ai aussi appris que, je me souviens dans le centre de jour, une des choses que je trouvais tellement importante, parce que ces femmes-là, leur santé est complètement brisée aussi. Hein? Quand on est rendu dans la rue puis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va manger, puis qu'on vit des stress extrêmes tout le temps, parce que c'est horriblement stressant. Tu as besoin d'aller aux toilettes, où tu vas y aller? Tu es menstruée, comment tu vas t'organiser?
dans les endroits publics, on te voit arriver, on te reconnaît, on le sait que tu es là, tu n'as pas l'air d'avoir de but. Tu as beau faire semblant, on te repère, c'est pas long, on te demande de partir. Alors, comment tu t'organises? Donc, c'est les femmes, entre autres, les hommes aussi, c'est extrêmement horrible d'être dehors, mais les femmes sont très vulnérables dans la rue. Alors, pour moi aussi, à la rue des femmes, c'était important que ces femmes-là soient bien nourries, qu'on leur donne la meilleure nourriture qu'on pouvait, que ça soit bon, que ça soit nourrissant, que ça soit agréable. Comme on fait, pour moi, ces femmes-là, je les traitais comme mes amies. Je me souviens, je disais aux intervenants, ici, là, il faut qu'on reçoive les femmes comme si c'était nos amies. Hein? On le sait qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des gens qu'on aime. On s'arrange pour que la table soit belle, que la maison soit propre, que ce soit la meilleure nourriture qu'on puisse donner, que ce soit... et pour moi, il fallait vraiment reconstruire chez ces femmes-là. Il fallait guérir. Pour moi, quand une personne est blessée, c'est différent qu'une personne qui est délinquante. Hein? Une personne qui est délinquante, on la regarde venir, on se dit, elle va venir me faire du mal, elle va venir me voler, elle va venir me prendre mes choses. Puis, c'est sûr, une personne qui consomme, qui fait des crises, elle va nous faire peur à un moment donné. Donc, on va penser qu'elle est délinquante. Parce que, pourquoi qu'elle ne s'en va pas travailler comme les autres? Pourquoi elle ou il s'en vont pas travailler comme tout le monde? Pourquoi ils ne sont pas gentils avec leurs enfants? Pourquoi tout ça? Alors, donc, pour moi, il fallait les ramener dans l'humanité. C'était comme si, pour moi, à partir du moment où on a peur des personnes, c'est comme si on les exclut de l'humanité. Donc, il fallait trouver une façon de les ramener dans l'humanité. Et je pense qu'en les considérant comme une personne blessée, ce qu'elles sont, parce que pour moi, quelqu'un qui arrive ici, qui est toute maganée, toute brisée, mon cœur s'ouvre. Je vais me dépêcher et toutes nous autres, on va s'ouvrir, on va aller vers cette personne-là pour lui porter secours. On va dire, on ne peut pas la laisser là. Hein, notre cœur, on dirait, il est fait pour ça, aller apporter le secours. Alors, donc pour moi, c'était ça. Et à partir de là, tranquillement, avec les années, j'ai commencé à me questionner parce que je disais toujours au monde, le lien est brisé, le lien est cassé, la violence a brisé le lien. Et petit à petit, en avançant, je me suis dit, mais entre moi puis une autre personne, il y a comme un courant d'énergie, il y a quelque chose qui nous permet d'être en relation. Hein? Et je me souviens au début, à un moment donné, je disais, ben, imaginons-nous que c'est comme un tuyau. Hein? Il y a un tuyau entre deux personnes et ce tuyau, c'est l'espèce de conduit d'énergie. Comme un téléphone. Hein? Un téléphone, il y a un cordon, la personne est dans une autre ville, on s'appelle, puis il y a quelque chose qui fait que ma voix est transportée. Donc, ici, entre nous, il y a aussi quelque chose comme ça. C'est énergétique, on ne le voit pas, mais c'est là pareil. Et j'en suis arrivée à me dire, bon, si le lien est brisé, donc qu'est-ce qui est brisé? C'est-tu ce tuyau-là qui est brisé? C'est-tu... Et pour moi, oui, c'est... Donc, on a chacun notre bout, on a chacun notre partie du relationnel. Et la personne qui a vécu de la violence, quand elle vient pour être en relation, elle est très souffrante. C'est très souffrant parce que si on a été abusé, est-ce que je vais être abusée encore? Est-ce qu'on va me faire encore mal? À force de réfléchir sur ce fameux lien-là, j'en suis arrivée à me dire que dans la vie, relationner, c'est une fonction. De la même façon que marcher, c'est une fonction.
la même façon que voir, c'en est une. Et si j'arrête de voir, c'est pour différentes raisons. Mais il y a une raison physiologique. Donc, ça se peut que mes yeux sont brisés. Ça se peut qu'il y a quelque chose au niveau de la connexion neurologique qui se fait plus. Mais il y a quelque chose de brisé. Donc, au niveau relationnel, parce que moi, pour moi, ces femmes-là, ce que je voyais, c'est qu'au niveau relationnel, ils n'arrivaient plus à faire ça comme il faut. Ils étaient rendus incapables de faire. Donc, tantôt, je vous parlais de mon histoire de tuyau, mais ça a été mon espèce de cheminement pour arriver à mieux comprendre. Parce que aujourd'hui, là où j'en suis arrivée, c'est oui, pour relationner, ça prend quelque chose de physiologique. Ça prend un cordon, parce que mon tuyau s'est transformé en cordon éventuellement, comme un cordon de téléphone, un Wi-Fi. Un jour, un ami me disait. Mais, et pour moi, qu'est-ce qui est en arrière du fait que ça ne fonctionne plus, le relationnel? C'est qu'il y a eu un coup, il y a eu des blessures, il y a eu des choses. De la même façon que si je me casse une jambe, je ne pourrai plus marcher pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que je ne recommencerai pas à marcher quand ça va être réparé. Mais en attendant, il va falloir que je laisse ma jambe guérir. Et si quelqu'un me dit, ben, marche sur ta jambe, tu vas voir, c'est comme ça que ça va revenir. Marche sur ta jambe, ça n'aura pas de sens. On va dire, c'est fou. Ma jambe, pour que je puisse recommencer à marcher dessus, il faut qu'elle soit guérie, il faut qu'elle soit réparée. Donc, au niveau relationnel, souvent, on va dire aux personnes, force-toi, relationne pareil, sois en relation, va en relation. Mais c'est douloureux, comme une jambe qui est cassée, ça fait mal. Donc, c'est sûr que la personne va devenir agressive souvent, va se fâcher. La personne s'en va à l'hôpital pour se faire soigner, sauf que, on le sait, quand on va dans les hôpitaux, c'est tellement épeurant, c'est tellement énervant, on veut dire tout, on est inquiet sur notre santé, on n'est pas bien. Alors, si on nous pousse pour parler trop, pour aller trop vite ou je ne sais pas trop quoi, ou si on a vécu des mauvaises expériences, ça se peut qu'on va soit devenir agressif ou soit qu'on va juste s'en aller. On n'attendra même pas pour avoir les soins. Alors, tout ça pour dire que être en santé, être en détresse relationnelle, c'est pas quelque chose d'avoir un bon caractère ou une belle personnalité ou d'être une bonne personne. Ça n'a rien à voir. Pas plus que d'avoir une jambe cassée, ça a à voir avec notre éducation ou notre gentillesse ou notre bonne volonté. Ça a à voir juste avec le fait qu'on est blessé. Et l'affaire que j'ai découvert ces dernières années et que je trouve fantastique, c'est que pendant des années, avec cette histoire de cordon relationnel, de santé, parce que j'en ai arrivé à parler de santé relationnelle, intuitivement, j'ai comme bâti mon espèce de système où est-ce que la violence brise le cordon, brise notre capacité d'être en lien avec soi-même et avec les autres, qui est pour moi être en bonne santé relationnelle, c'est ça, être capable d'être en relation avec soi-même et avec les autres. Et quand on vit de la violence, à un moment donné, ben, on arrête d'être capable d'être en relation. Alors, il faut réparer, et il y a quelques années, j'ai découvert qu'au niveau physiologique, effectivement, on a vraiment un cordon relationnel, on a vraiment tout ça, on a vraiment, et le cœur, hein, notre cœur physique, est extrêmement important aussi dans le relationnel. Les êtres humains, ça a besoin de vivre en communauté, ça a besoin de vivre ensemble. Les êtres humains aussi, ça se reproduit, ça met au monde, pour se reproduire, on fait des enfants. Hein? Et
Et quand on fait des enfants, un enfant, c'est petit, c'est vulnérable et ça a besoin d'une maman. On met au monde des enfants qui ne sont pas matures. Hein, les poissons, ils font des œufs, puis la nature s'occupe des œufs. Alors que nous, nos bébés, il faut qu'on continue à s'en occuper jusqu'à 20 ans. Alors la nature nous a comme donné ce moyen-là de rester accrochés à nos enfants. Bon, on va parler d'attachement. Hein? Il y a l'hormone d'attachement, on rentre dans la biologie. Mais aussi, au niveau neurologique, on a comme une espèce d'attachement, une espèce de lien qui nous accroche à nos enfants, qui fait que, ici, je suis convaincue qu'à peu près tout le monde a des enfants. Alors, juste se souvenir, quand le bébé est arrivé, cette espèce de force qui nous envahit, qui nous fait qu'on pourrait donner notre vie pour sauver ce bébé-là. On pourrait tout faire pour préserver ce bébé-là. Parce que, justement, il n'est pas capable de le faire et c'est la nature qui nous a créés comme ça. Sinon, ça ne marche pas, on n'est pas des humains. Et ce que j'ai découvert avec les années, à travailler avec les femmes, à travailler aussi, parce que pour pouvoir faire fonctionner, comme tantôt je disais, la rue des femmes, ça prend des sous, ça m'a obligée à aller autant avec les personnes les plus vulnérables, les femmes, les plus modestes, les plus brisées, les plus dévalorisées, hein, parce que quand on est rendu dans la rue, on est extrêmement dévalorisé, pas juste par les autres, mais par soi-même, parce qu'on a honte. On a honte autant quand on est abusé, parce que si on se fait abuser, c'est que il y a quelque chose de nié en soi, ou il y a quelque chose, ça ne marche plus. Mais donc, dans mon travail, j'ai eu à fréquenter autant les plus dévalorisés que de fréquenter les plus valorisés. Hein? Parce que quand on a un budget d'1 million, 2 millions, il faut la trouver, l'argent. Puis où est-ce qu'on la trouve? On la trouve chez les gens qui en ont beaucoup, donc qui ont réussi dans la vie, qui ont pu en ramasser beaucoup. Et quand on est dans la population, quand on est dans notre niveau, qu'on n'est pas riche ou je ne sais pas trop quoi, on est sensible à ce qu'on appelle les injustices. On dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, puis d'autres n'en ont pas pantoute. Il y a des grandes inégalités. Mais finalement, moi, ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que ce soit les plus riches ou les plus pauvres, le monde est foncièrement bon. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne sur la planète qui n'a pas un cœur. Puis la bonté, elle vient directement du cœur. Et la chose intéressante, c'est que notre cœur physique, s'il arrête de battre, on meurt. Donc, juste pour rester en vie, on est obligé d'avoir un cœur. Et il faut absolument que ce cœur-là. Et le cœur, il fait partie, justement, de notre équipement pour être en relation. Il a été, oui, le cœur, une de ses fonctions, c'est de, comme moi je vais dire souvent, c'est de pomper le sang. Hein? Il fait circuler notre sang. Mais il est plus que ça. Notre cœur, c'est le cœur qui fait qu'on reste accroché à nos bébés jusqu'à temps qu'il y ait 20 ans. C'est notre cœur qui fait qu'on est en communauté. Parce qu'ici, on est tout ensemble. Pourquoi? Parce que on peut pas, c'est difficile de vivre chacun notre coin, chacun dans notre coin. Il y a des personnes qui vont le faire, cette démarche-là, de la solitude et tout ça, de se recueillir, c'est correct, mais normalement, pour la personne, pour la population en général, on se tient en groupe, parce que c'est en groupe qu'on est en sécurité. Hein, on a juste à voir chez les animaux, parce que
on n'est pas les seuls à avoir des bébés qui naissent puis qu'il faut qu'on garde collés après nous. Il y a les animaux aussi. Et on sait que les animaux se tiennent toujours en groupe. Hein, dans la jungle, on le voit, entre autres, ou les grands troupeaux d'animaux. C'est quand un animal se détache du groupe qui devient en danger, qui devient facile à attraper par les prédateurs. Alors, quand on ramène ça aux êtres humains, ben, les personnes qui sont brisées, qui n'arrivent plus à relationner, vont se retrouver à la rue, vont se retrouver abandonnés. Alors, ils vont probablement se perdre parce que, de la même façon que les animaux dans la jungle, hein, le lion, il va attraper celui-là qui traîne. Il ne s'attaquera pas à la communauté. Donc, c'est pas pour rien qu'on se tient en communauté. Alors, l'affaire importante dans tout ça, puis entre autres, pour le travail qu'on fait à la rue des femmes ou qu'on fait auprès, pas juste moi, mais il y a bien d'autres personnes qui le font aussi, mais auprès des personnes que moi je dis en état d'itinérance, parce que ce que je dis, c'est qu'elles sont en état d'errance à l'intérieur d'elles-mêmes, parce que pour être en état d'itinérance, pour être en situation d'itinérance, il faut être en état d'errance, il faut être perdu à l'intérieur de soi. Et comment on se perd? Tantôt, je parlais de la violence. Mais la violence, oui, ça vient briser nos capacités relationnelles. Imaginons, tout d'un coup, la porte qui est en avant de moi s'ouvre avec fracas, hein, et rentre quelqu'un, hein, on entend des fois des histoires d'horreur, où est-ce qu'il y a du terrorisme, ou hein, aux États-Unis, on entend des horreurs comme ça. Alors, comme être humain, on a trois façons de se sortir d'un événement comme ça. Soit qu'on va se sauver, hein, soit qu'on va se battre, mais dans certaines situations, c'est pas possible. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un fusil, c'est difficile. Ou qu'on fige, qu'on fait le mort. Alors, notre corps, il nous a équipés de réflexes pour que ces trois possibilités-là se mettent en branle si jamais il arrive une horreur comme ça. Alors, maintenant, pour que ces réflexes-là fonctionnent, il faut absolument qu'on mobilise en dedans de soi une énergie énorme. Parce que hein, pour faire mettre en marche l'adrénaline ou faire mettre en marche un peu tout ce qui va me permettre de me battre ou de me sauver, donc il faut que mon corps se mette vraiment en fonctionnement de combat ou de fuite. Alors, on était, comme juste avant que ça arrive, on était ici, on parlait, on échangeait, surtout moi qui parle, mais en tout cas, on était dans une situation où est-ce qu'on est en relation. Alors, mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, la relation, ça s'arrête. Hein? C'est fini le relationnel. L'affaire qui est importante, il faut survivre. On est pris dans une situation dangereuse, extrêmement dangereuse. Alors, nos réflexes, tout ça va mettre en branle dans notre corps toute cette histoire de combat, fuite ou de figement. Et les personnes qui vont survivre de tout ça, quand ça va être fini, ça va être important que toute cette énergie-là qui a été mobilisée, toute cette terreur qui est arrivée tout d'un coup, il va falloir qu'on trouve une façon de libérer toute cette énergie. Et c'est ce qui fait que pour beaucoup de personnes, on n'arrive plus à revenir dans le relationnel. Un enfant qui est abusé, une femme qui est violentée, un homme qui s'en va à la guerre puis qui revient après avoir vécu la guerre, après avoir vu toutes ces atrocités. Parce que quand la personne est dans une situation où est-ce que sa vie est menacée, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme,
un être humain, n'importe quel animal dans l'univers, quand notre vie est menacée, il faut qu'on trouve des façons pour survivre. Et après, pour plusieurs personnes, c'est là que c'est très difficile de revenir dans le relationnel. Et ça, c'est le travail, parce que ce sont ces traumatismes-là qui amènent une personne dans la rue. C'est ces grandes, que moi j'appelle des grandes blessures, et c'est le stress post-traumatique dont on parle, qui fait que si on n'en sort pas, on n'a plus de vie après. Peu importe les diplômes. Un exemple, moi, que je trouve important d'apporter, c'est, tout le monde a entendu parler du général Roméo Dallaire. C'est un monsieur qui est un des messieurs les plus valorisés. Tu ne te retrouves pas dans la position, on ne se retrouve pas dans une pareille position si on n'a pas des qualités très importantes au niveau relationnel, à tous les niveaux. Et pourtant, avec ce qu'il a vécu en Afrique, il est revenu cassé. Il est revenu fini. Quand il était avec sa femme, ses enfants, à tout moment, il n'était pas avec sa femme puis ses enfants, il était au Rwanda. Sa femme bougeait d'une certaine façon, il y avait quelqu'un avant de lui qui le menaçait. Donc, il sautait sur sa femme, il sautait sur ses enfants, il n'était plus dans la réalité, il s'est retrouvé en prison, et à un moment donné, il n'osait même plus retourner chez eux, il s'est retrouvé dans la rue, il s'est retrouvé sur un banc de parc, et heureusement qu'il y a un journaliste qui l'a vu, puis qui l'a reconnu, puis qui a fait un scandale. Puis que finalement, l'armée a été obligée de comprendre, d'accepter que envoyer des gens se battre dans des conditions épouvantables, ben, même si la personne revient avec ses deux bras, puis ses deux jambes, puis sa tête, ça se peut qu'elle a perdu quelque chose en chemin. Et qu'il faut aussi apporter une immense attention à cet aspect-là. Le général Dallaire, il n'était pas blessé physiquement. Un enfant qui se fait abuser n'est pas nécessairement blessé physiquement. Une femme qui se fait violenter, le bras cassé, ça se répare. Mais il y a d'autres choses qui sont cassées. Et les femmes dans la rue, comme les hommes dans la rue, ils n'ont pas l'air blessés physiquement. On les regarde, ils devraient être capables de s'en aller travailler. Ils ont l'air normal. Mais ils sont cassés en dedans. Hein? Il y a combien de personnes qui reviennent de guerre, qui se suicident? Ils ne sont plus capables de vivre. Ils n'arrivent plus à fonctionner avec eux-mêmes ni avec les autres. Donc, pour moi, cette compréhension m'amène à dire, je pense que des personnes extrêmement blessées, il y en a depuis que le monde est monde. C'est pas nouveau, on n'a pas inventé au 20e ou au 21e siècle la violence. Elle est là depuis longtemps. Mais je pense qu'actuellement, on est rendu aussi à avoir des moyens extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Aussi, à un moment donné, les femmes ont dit non, c'est assez. C'est assez que, pour une question de sexe, un être humain est moins que l'autre. Il faut que ça s'arrête, ces choses-là. Et pour moi, en arrière de toutes ces folies-là, parce que je considère que tout ça, c'est de la folie, il y a des traumatismes extrêmes. Comment ça se fait qu'on est si insécure en dedans de soi
pour installer des systèmes où est-ce qu'il y a des personnes qui sont moins que d'autres, ou qu'on n'est jamais, on possède jamais assez au risque d'affamer d'autres. Pourquoi qu'on... Alors, pour moi, si on comprend qu'on a un cœur, que le relationnel, la nature nous a donné des capacités relationnelles pour être capable, la nature ou le bon Dieu ou je ne sais pas trop quoi, mais quoi qu'il en soit, la nature nous a donné des capacités pour vivre, pour se reproduire, pour continuer à vivre, pour être bien ensemble, pour tout ça. Alors, et pour moi, relationner, c'est la base. C'est vraiment ce qui est le plus fondamental. Une personne qui a de la misère au niveau relationnel va avoir une santé fragile, va avoir une santé physique fragile, une santé mentale fragile. Et c'est intéressant parce que nos fameux réflexes de combat fuite-fige, là, que j'appelle, quand je dois me battre, mon cœur, il va battre très, très vite puis très, très fort. Parce qu'il faut que je mobilise toutes les énergies qui sont dans moi pour pouvoir me battre. Je vais aller chercher beaucoup d'adrénaline aussi. Hein. Beaucoup ont sûrement entendu l'histoire de la madame que son auto était sur le bord du ravin, puis son enfant était dans l'auto, puis qu'elle était capable de prendre l'auto puis de la tirer. Hein. Donc, elle est allée chercher une force énorme. Mais si, parce qu'on est en stress post-traumatique, puis on est tout le temps sur cette mode-là de soit de figer, faire le mort, parce que quand une personne tombe dans cet état de figement-là, c'est pas elle qui veut. Moi, je me souviens quand à travers mon cheminement, j'ai travaillé au mouvement contre le viol. Puis, ce qu'on entendait souvent, c'est qu'une femme, si elle s'était laissée faire, c'est que probablement elle avait aimé ça. Hein? Elle avait juste à se sauver ou elle avait juste à se battre. Puis si elle n'avait pas fait ça, se sauver ou se battre, bien, c'est peut-être que c'était correct. Hein? Mais ce qu'on comprend quand on regarde ça de ce côté-là, du côté quand notre vie est en danger, que soit qu'on se bat ou on se sauve ou qu'on fige, mais ce que j'ai compris, c'est que nos réflexes vont nous figer. C'est pas la personne qui va décider de figer. La personne qui est en train, que sa vie est en danger, puis si le corps ou les réflexes ou nos petites voix intérieures, hein, souvent on nous dit d'écouter nos petites voix intérieures, si nos détecteurs de sécurité nous disent que notre vie est en danger, c'est notre corps qui va nous geler. Alors la femme qui est prise dans une histoire de viol, à un moment donné, même si elle veut se sauver ou se battre, elle ne pourra pas. Elle va juste paralyser. Ça va s'arrêter là. Et si de plus rien faire, ça lui sauve la vie, c'est encore vivante après, mais oui, ça participe, se battre, se sauver ou figer, ça participe des mécanismes qu'on a pour sauver notre vie. Alors, quand on vit de la violence, bien tout ça, pour en survivre, peut nous amener dans un stress post-traumatique. Et ce fameux stress post-traumatique, tant qu'on n'en sort pas, fait ça fragilise beaucoup toute notre santé au complet. On digère moins bien, on dort moins bien, notre système est affecté. Alors, c'est facile, un bon matin, d'avoir un cancer. C'est facile de faire une dépression parce que notre système ne fonctionne plus bien.
on mange ce qu'on mange, on a de la misère à le digérer. En tout cas, ça a des impacts. Donc, pour moi, l'être humain qui a plus de misère à se débarrasser du stress post-traumatique que les animaux, parce que les animaux, quand leur vie est en danger, ils font toutes la même chose. Ils ont tous ces mécanismes-là, ces réflexes-là pour en survivre ou s'en sortir d'une situation qui pourrait coûter leur vie. Mais quand c'est fini, eux, ils sont capables d'en sortir facilement. Nous, avec notre cerveau, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va se blâmer. On va se dire, pourquoi j'étais là? Une femme, elle va dire, comment je t'ai habillée? C'est-tu de ma faute? Les gens vont lui dire aussi, la personne qui revient de guerre, puis qui a vu mourir devant lui des personnes, qui a tiré sur d'autres personnes, qui a vécu des choses atroces, quand il revient, il est pris avec ça. Et donc, il faut qu'on trouve des façons, des mécanismes, une compréhension, un accueil, une compassion qui fait que on va pouvoir ouvrir notre cœur, nos oreilles, donner la possibilité à cette personne-là de se sentir en sécurité à nouveau, retrouver sa sécurité intérieure. Son comportement sera plus, oui, c'est épeurant, une personne qui menace les autres, mais peut-être qu'il faudrait voir que derrière le comportement, il y a de la souffrance. C'est une manifestation de la souffrance, le comportement. On a des enfants. Nos enfants moi, j'ai pas eu d'enfants, mais j'ai des sœurs, il y a des enfants dans ma famille autour de moi. Et quand ils sont petits, tout le monde se dit, j'espère que cet enfant-là va grandir, puis il va avoir une bonne vie. Hein? Tout le monde espère ça du plus profond. Puis on a peur, quelque part, parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a toutes sortes de difficultés. Est-ce que cet enfant-là va bien tourner ou va mal tourner? Hein? Mais peut-être que si, souvent, moi je vais dire, à la garderie, si un enfant fonctionne pas bien, admettons un enfant qui va mordre des autres enfants. Hein? Au début, on va dire, on va trouver une façon pour lui faire comprendre que ça fait mal, puis il ne faut pas faire ça. Mais si l'enfant persiste, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les parents, et on va dire, ben, venez chercher votre enfant, il ne fonctionne pas. On n'est pas capable de travailler avec. À la place de dire ça, si on se disait, si cet enfant-là fonctionne et comme ça, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Peut-être que c'est un enfant qui est malheureux, parce un enfant qui mord des autres, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, il faudrait peut-être aller voir les parents, pas pour leur enlever leur enfant, parce que ça n'aide pas non plus, à moins qu'on est rendu dans une situation extrême. Mais peut-être pour entendre les parents, parce que pour moi, un enfant qui souffre a des parents qui souffrent. Alors peut-être que ces parents-là ont besoin d'aide. Hein, c'est ça qu'on entendait en fin de semaine là, à la télévision, la petite Rosalie, entre autres. Oui. Tout d'un coup, les gens disent, mais est-ce qu'on aide assez les parents en détresse? Est-ce qu'on se pose la question quand un enfant ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe en arrière? Parce qu'aussi, il y a un autre des drames extrêmes qu'on peut faire vivre à un enfant, puis c'est pas ce qu'on veut, mais c'est de l'enlever de ses parents. Puis pour l'enfant, c'est dur à porter toute sa vie l'idée que nos parents ont été méchants. Hein, on a souvent entendu, ah, il vient, c'est une mauvaise graine. Hein, regarde ce qui était son père, donc. Non. Il y a eu des blessures. Il y a qu'il faut qu'on ouvre notre cœur. Mais on ne peut pas faire ça n'importe comment aussi. Je pense que tranquillement,
nous, les êtres humains, notre cerveau, des fois, nous empêche de se sortir de notre stress post-traumatique. Mais notre cerveau a besoin de comprendre. C'est pour ça qu'on s'est donné des religions. On s'est donné toutes sortes de moyens, justement, pour expliquer des affaires qu'on ne pouvait pas comprendre, parce que la science n'était pas rendue là. Mais il y a 500 ans, un enfant qui venait au monde avec un bec de lièvre, par exemple, on pensait que c'était parce que les parents avaient fait des péchés, n'avaient pas de bonne vie, et donc l'enfant, c'était une punition de Dieu. Et les parents étaient souvent obligés de cacher cet enfant-là ou de faire disparaître, tout simplement parce que si la communauté savait ça, mais c'était toute la famille qui était en danger, parce qu'on allait peut-être accuser la famille d'apporter le mal dans la communauté. Alors c'était très dangereux de mettre un enfant au monde difforme, défiguré, tout ça. Aujourd'hui, on comprend bien que c'est juste un problème de développement du fœtus, puis ça se répare très bien. Et même aujourd'hui, on répare des bébés dans le ventre de leur mère. Donc la science, tranquillement, les connaissances nous aident à avancer. Et pour moi, la santé relationnelle, la compréhension du relationnel, la compréhension que des capacités relationnelles, ça se brise, mais que ça se répare. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut peut-être sauver notre planète. Moi, une affaire que je trouve, qui me fascine toujours, c'est les grands dictateurs, ces personnages dans le monde qui sont si durs avec leur population, qui nous font si peur. Quand on regarde leur vie, ces gens-là, on s'aperçoit qu'il y a eu des enfances épouvantables. Ils ont vécu des choses extrêmement graves. Alors peut-être que ces gens-là sont encore dans le combat fuite-fige. Et pour moi, ils sont devenus psychopathes. Mais un psychopathe, ça n'arrive pas tout seul. Hein, ça dit path. Path, ça veut dire malade. Psychologiquement, c'est des personnes qui sont malades. Donc, si on comprend ça, ben peut-être au lieu de les voir comme des monstres, on va les voir comme des personnes extrêmement blessées, puis on va être capable d'ouvrir notre cœur, puis peut-être que, tu sais, on va donner l'exemple aux États-Unis, quand M. Trump a été élu, tout le monde n'en revenait pas de voir que les gens l'écoutaient malgré qu'on parlait que c'est quelqu'un qui avait agressé des femmes, malgré... En tout cas, il y avait comme beaucoup de choses qui étaient dites contre ce monsieur-là, mais pourtant, on l'a élu pareil. Alors, je me dis, mais peut-être que cette personne-là, qui est tellement chargée de colère, ben peut-être que finalement, il y a d'autres personnes qui étaient aussi en colère que lui, aussi traumatisées que lui, puis on dit enfin, on a quelqu'un qui va parler pour nous autres. Mais est-ce que c'est une bonne idée de se donner comme gouvernement ou comme président, si on était aux États-Unis, une personne aussi en colère? Est-ce qu'au niveau relationnel, c'est la meilleure personne? Donc, quand on commence à réaliser, pour moi, tout ça, parce que quand on n'est pas dans le relationnel, on est dans la survie. Puis quand on est dans la survie, c'est parce qu'on est encore pris, c'est parce qu'on a vécu des choses extrêmement traumatisantes. Et on est encore pris dans le traumatisme. Et pour moi, bien sûr qu'on peut avoir vécu des choses atroces, puis on peut en sortir aussi. Mais encore faut-il qu'on sache de quoi qu'on parle. Si j'ai une jambe cassée, il faut qu'on sache comment me la réparer. Mais quand on les a, les moyens pour la réparer, on la répare, puis c'est fini après. Mais c'est la même chose au niveau relationnel. Au niveau relationnel,
Maintenant qu'on sait de plus en plus que les personnes qui ne sont pas capables de relationner d'une façon fonctionnelle, bien, si c'est des personnes extrêmement blessées, bien, peut-être qu'on va les considérer plus comme des personnes blessées plutôt que de les considérer comme des personnes délinquantes. Je pense que quand on est en bonne santé relationnelle, on est en bonne santé tout court. Et si on la perd, c'est parce qu'il y a de la violence. Et la violence, pour moi, je me souviens, il y avait un monsieur qui me disait, c'est quoi les chances que ces femmes-là que vous aidez s'en sortent? Ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, je commence à voir de plus en plus que oui, elles peuvent s'en sortir. Mais, puis je le vois qu'il y en a qui s'en sortent. Mais à l'époque, je ne le savais pas trop, mais ce que j'avais répondu au monsieur, mais si on continue à les laisser dehors, ces femmes ou ces hommes, et à essayer de leur faire la vie dure ou peu importe, quelque part, je pense que peut-être que comme société, on a à faire quelque chose au niveau de se donner, de se donner un monde sécuritaire. Un monde où est-ce qu'il y a plus, on est moins en danger de vivre de la violence. Entre nous, on soigne nos personnes qui ont vécu des choses extrêmement graves, puis qui font que ils vont perdre les pédales à tout moment ou ils vont penser comme notre monsieur Dallaire qui tout d'un coup, il voyait plus que c'était sa femme qui était en avant de lui, mais que c'était quelqu'un qui est en train de le menacer dans sa vie. Alors, pour moi, de découvrir la santé relationnelle, ça a été ça mon travail à la rue des femmes, c'est d'apprendre qu'on a un cœur, tout le monde a un cœur, et parce qu'on a un cœur, on est tous du bon monde. Et si on ne fonctionne pas bien, d'une façon épeurante, ou autrement, c'est pas parce qu'on est foncièrement méchant, c'est qu'on est foncièrement profondément blessé. Je pense que c'est un peu ça que je voudrais dire. Merci.